L'objectif de ce webcast, c'est de présenter une architecture, c'est une manière d'implémenter le système, donc c'est vraiment de loin pas la seule, mais c'est un exemple, et donc si vous ne savez pas trop comment démarrer, ça va vous mettre sur la piste. Donc première chose, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Ici, ce que j'ai décidé de faire, c'était de présenter de l'information qui est liée au pull request. Donc c'est une des choses qu'on peut obtenir de GitHub, c'est des informations sur les pull requests qui ont été ouvertes et traitées dans un repos. Et ici, j'ai volontairement gardé l'interface utilisateur extrêmement simple. Donc quand l'utilisateur arrive sur la page, on lui présente de l'information, il n'a aucun moyen de donner un input, c'est pas lui qui va sélectionner un repos, il arrive sur la page, c'est la page qui est consacrée au repos RRR de l'organisation OOO, et puis il voit des informations, alors on voit il y a des informations textuelles, où à la place du X on va avoir des valeurs numériques ou une valeur qui indique une durée ici. Et puis on va avoir des graphes qui présentent des données. Donc ça veut dire que vraiment ce qu'on veut, c'est arriver sur la page, présenter de l'information, et puis après peut-être sur les graphes, là il y a une partie interactive, mais on n'a pas une grande complexité, donc c'est le système qui est configuré pour récolter les données d'un repos bien particulier. Ça garde les choses simples, ça permet dans un deuxième temps de complexifier les choses. Donc on va regarder comment on a structuré ce système et les responsabilités des différents blocs. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a trois blocs ici que j'ai appelé l'agent, le back-end, le front-end, qu'on va d'abord concevoir, et puis après, dans un deuxième temps, on va les déployer pour qu'ils soient disponibles publiquement. Donc on va utiliser différentes techniques et différents hébergeurs ou différents environnements cloud. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai ici extrait ce blocage qu'on aurait aussi pu fusionner avec un des autres éléments. Donc commençons à regarder la responsabilité des éléments. Alors en traitillé ici, on a GitHub qui est un système externe qui expose une API REST. Okay. Alors ce qu'on va faire, c'est d'abord écrire un agent. Quelle est la responsabilité de l'agent? C'est d'obtenir des données brutes de GitHub. Donc ça va vraiment être une liste de pull requests. Là, il faudra faire attention, on va devoir gérer la pagination, puisque sur un repos, on a potentiellement beaucoup de pull requests. Et puis sa responsabilité, ça va être d'extraire parmi toutes ces données brutes qui sont fournies par GitHub, les champs qui nous intéressent et d'enregistrer ça dans un fichier. Donc ce fichier pourrait ressembler à quelque chose comme ça, où ici j'ai dit, parmi toutes les données que GitHub me met à disposition pour une pull request, ce qui m'intéresse, c'est uniquement d'avoir son ID, son titre, sa date de création, date de modification, sa date de merge, si elle a été mergée, et puis son état. Donc, évidemment, en fonction de ce que vous avez envie d'afficher ici, vous allez avoir besoin de plus ou moins de champs, mais si on sait traiter 3 champs, on sait en traiter 4, 5 ou 6. Donc c'est pas là qu'il va y avoir une grande complexité. Ici, j'ai décidé de les stocker en JSON. Comme c'est quelque chose qui est à plat, on pourrait aussi le stocker en CSV, donc avec des champs séparés par des virgules et les records séparés par des retours à la ligne. Le choix entre JSON et CSV, ça va dépendre un petit peu des librairies que vous utilisez ici, notamment des librairies de graphes. Il y en a qui vont préférer travailler avec JSON, d'autres avec CSV, et puis d'autres qui vont pouvoir accepter n'importe quel format. De nouveau, c'est pas là que vous allez avoir énormément de différences. Donc ça, c'est le premier composant. Et ce boulot-là, il va le faire régulièrement, parce que typiquement, si on revient chaque jour, voire plusieurs fois par jour, on aimerait que l'information soit mise à jour. Et c'est parce que cet agent va faire son boulot périodiquement que les données vont être mises à jour. Ça, c'est clair. Maintenant, deuxième composant, ce que j'appelle le back-end ici, c'est lui qui va être responsable de stocker ces données JSON, ce fichier ici, et puis de le mettre à disposition des utilisateurs.
cet élément ici, c'est vraiment un élément passif, on va dire, dans le sens où il va, il va faire son boulot, générer un fichier, mais c'est pas lui directement qui va l'envoyer au navigateur, qui va le fournir aux utilisateurs. Ça, c'est un process qui se réveille toutes les 2 heures, fait quelque chose et puis se rendort. Donc ce qu'on va faire ici, on va implémenter un petit serveur. Ça va vraiment être quelque chose de très très facile à développer. On va utiliser Express par exemple. Et il va exposer une API avec un endpoint qui va être par exemple /API/pull requests. Et cette API, l'agent va l'utiliser pour envoyer ses données. Donc chaque fois qu'il fait son travail, chaque fois qu'il a recalculé ce fichier, il va l'envoyer à ce serveur et il va lui dire tiens, voilà le fichier mis à jour, stocke-le sur ton disque de manière à ce que quand un client, un navigateur en a besoin, tu puisses lui transmettre. Système extrêmement simple dans une première itération. Chaque fois que l'agent envoie ses données, eh bien, on va simplement écraser le fichier. Là, il y a peut-être quelque chose à ajuster qui n'est pas tout à fait clair. Je m'en rends compte maintenant en parlant dans les URL. Est-ce qu'on utilise dans le nom des fichiers et ensuite dans les paramètres des query strings? Là, ce serait plutôt quelque chose comme repo égale quelque chose comme ça. Et puis on pourrait le mettre de la même manière ici. Donc ça permettrait déjà de stocker plusieurs fichiers de pull request si on veut avoir plusieurs repos. Donc petite parenthèse ici improvisée, mais ce composant-là ici, donc il va accepter des posts, donc il va à ce moment-là lire, recevoir des fichiers, et puis il va les stocker sur son disque. Donc ça, c'est vraiment une partie qui va être très 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 simple à implémenter. Composant suivant, ben, le gros du boulot il va être ici, mais on va aussi parler de ce composant. Ça, c'est un serveur de contenu statique. D'accord. Donc lui, sa seule responsabilité, c'est de fournir la page HTML qui contient ce texte, la structure, les données ici, et puis qui fournit aussi le script client.js qui va être exécuté dans le navigateur et qui va gérer ces aspects dynamiques. Donc c'est par exemple lui qui va injecter les valeurs dans le texte, c'est lui qui va faire les appels sur la librairie de graphes et puis lui passer les bonnes valeurs. Pourquoi est-ce que j'ai séparé ces deux choses? Parce que finalement, ce back-end aurait aussi pu fournir la page HTML et le client. Et si je l'avais fait moi-même directement, c'est probablement ce que j'aurais fait. Là, c'est pour montrer qu'on peut vraiment avoir ces éléments qui sont éclatés sur des éléments différents qui vont être réalisés de manière différente et qu'on va montrer qu'on peut utiliser différents environnements cloud. Donc c'est plus pour montrer, pour bien insister sur le fait qu'on a des composants avec des responsabilités bien précises et puis qu'on va les gérer comme des services indépendants. Finalement, donc, le dernier composant, c'est ce que j'ai appelé ici le front-end. Donc, c'est un script ou un ensemble de scripts JavaScript qui va fonctionner en collaboration avec la page HTML, ou plutôt qui va agir sur la page HTML. Il va récupérer ces données JSON. Donc, lui, il va être un client de cette API REST. Il va les lire et puis de nouveau, il va injecter les valeurs. Donc ça, c'est une façon de faire. Donc ce qu'on doit faire, c'est d'abord, l'ordre n'est pas indépendant, mais on doit développer cette partie ici, on doit développer cette partie ici, on doit développer cette partie ici, donc le client et la page HTML.
Donc c'est ce qu'on va voir dans les webcasts qui vont suivre.